Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être nombreux, puisqu'on bat ce soir les records d'inscription pour ce débat du commerce international que nous organisons et qui est un débat un peu exceptionnel, puisque exceptionnel par notre invité, Nicolas Dufour, le directeur général de BPI France. Merci Nicolas pour avoir accepté notre invitation. Exceptionnel aussi par l'assistance. Nous avons 270 inscrits. Alors pour l'instant, tout le monde n'est pas là, mais je pense que c'est en train de se remplir très rapidement. Et puis aussi par son thème. Donc le thème, je vous le rappelle, c'est réindustrialisation et commerce extérieur. C'est évidemment un thème central pour tous ceux qui s'intéressent aux échanges extérieurs. C'est donc évidemment un thème très important pour la fabrique de l'exportation. C'est aussi un thème très important pour nos amis des chambres de commerce françaises à l'étranger, CCIFI, qui participent également à cette opération et diffusent cela auprès de leur réseau. Alors évidemment, le lien entre la dégradation du commerce extérieur qui a commencé en France au début des années 2000 est souvent mise en parallèle avec la perte un petit peu de substance de l'industrie française, progressivement au cours de cette période, qui est souvent illustrée par un chiffre qui est le fameux ratio industrie sur PIB, qui est aujourd'hui tombé en dessous de 10%. Donc c'est un élément très important, c'est aussi un élément qui nous différencie malheureusement par rapport à certains de nos concurrents européens, en tout cas d'Europe continentale, comme l'Allemagne et l'Italie, qui ont une meilleure performance à l'export, mais qui aussi ont su garder une base industrielle beaucoup plus solide que la nôtre. Alors certes, et les travaux de la fabrique de l'exportation le montrent, si notre performance en matière de balance commerciale n'est pas excellente, de balance commerciale des biens, elle est bien meilleure dans les services, et donc nous sommes fortement excédentaires en matière de services, il ne faut pas l'oublier. Mais je crois qu'aussi chacun comprend bien, en tout cas Nicolas peut-être nous en parlera davantage, l'importance d'avoir un socle industriel fort et diversifié, parce que ça a des retombées directes et indirectes sur l'ensemble de l'économie, et notamment d'ailleurs aussi sur le secteur des services. Et tout le monde voit bien que cette priorité de la réindustrialisation est extrêmement importante, mais aussi extrêmement délicate à un moment où la concurrence internationale, notamment dans le domaine industriel, devient de plus en plus forte, et en particulier, effectivement, la question de la concurrence chinoise. Le commissariat au plan a récemment sorti un rapport et utilise l'expression du rouleau compresseur pour parler, du rouleau compresseur chinois pour parler de cette montée, et donc il est évident que tout cela pose à l'industrie française et à l'industrie européenne une véritable question existentielle. Donc sur tous ces sujets, on ne pouvait pas rêver d'avoir meilleur interlocuteur ou meilleur intervenant que Nicolas Dufour, qu'on ne présente plus, mais je voudrais quand même rappeler quelques éléments marquants de son parcours très brillant et qui explique aussi son implication dans ces sujets. D'abord en début de carrière dans l'administration en tant qu'inspecteur des finances, il a notamment été au cabinet il y a quelques années maintenant du ministre des Affaires sociales. Ça remonte effectivement à quelques décennies. Il a ensuite est aussi intervenu chez France Télécom, à l'époque ça s'appelait France Télécom. Il s'est notamment occupé du développement de la branche Internet grand public. Il a été le patron d'ailleurs de Wanadoo, qui était la filiale de France Télécom spécialisée en la matière. Puis ensuite, il est passé chez Capgemini, où il a occupé des fonctions très éminentes de directeur général adjoint chargé des finances, de l'IT, des achats, des grands comptes, enfin de multiples sujets essentiels. Et depuis 2013 déjà, il est parti dans l'aventure BPI France. Il a été nommé à la tête de cette institution financière dont chacun sait le rôle essentiel qu'elle joue dans le paysage économique français. Et au-delà de ce parcours, je dirais, de hauts fonctionnaires et surtout de dirigeants d'entreprise, c'est un homme dont on connaît les engagements, les prises de position. Il affirme en particulier qu'il faut, j'aime bien cette expression, terrasser le déclinisme à la française, et il intervient très fréquemment sur les médias sur ce sujet-là. Il a écrit 2 livres récemment. En 2022, un livre intitulé « La désindustrialisation de la France », 1995-2015, donc nous sommes vraiment dans le cœur du sujet. Et puis plus récemment, un ouvrage aussi qui a fait beaucoup de bruit sur la dette sociale de la France,
1974-2024, qui met en lumière la montée quasiment inexorable des dépenses sociales dans notre pays, et en particulier les dépenses de retraite, et qui pose la question de la soutenabilité de cette dette, mais aussi de son impact évidemment sur la compétitivité de l'économie française. Donc l'avenir économique de la France est au cœur de ses préoccupations. Et c'est avec grand plaisir que je lui passe la parole pour qu'il nous présente sa vision de ce vaste sujet. Puis ensuite, on aura une séance de questions-réponses que je modérerai. Je vous demande simplement à chacun, pour l'instant, de garder son micro coupé et au moment des questions, de lever la main. Voilà. Merci Nicolas. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci Alain beaucoup. Écoutez, je ne sais pas combien vous êtes, mais je vous salue. Nous Mesdames, sommes, nous Messieurs, sommes une petite centaine et il y a 270 inscrits, donc ça devrait monter encore. d'accord. Écoutez, je n'avais pas exactement compris que ce serait une grande assemblée et je pensais que c'était un petit comité, mais ça ne change rien, puisque comme vous savez, je dis à tout le monde ce que je dis en privé. Euh, bon, je me souviens au début de la création de la BPI, d'un premier discours que j'ai fait sur l'export, c'était devant la Chambre de commerce française. À l'époque, elle était dirigée par quelqu'un dont le frère était le patron d'un grand restaurant à Saint-Bonnet-le-Froid et qui avait dirigé cette auguste chambre de commerce depuis longtemps. Je pense que Jean-Claude Volo, que je salue, se souviendra. Et tout feu, tout flamme, arrivant de Capgemini, boîte totalement mondiale pour laquelle je vais donner près de 10 ans de ma vie avec, on va dire, la moitié de mon emploi du temps à l'étranger, donc la mondialisation, on va dire, heureuse quand même, hein. Et j'avais dit, l'export, c'est la mère des batailles, il faut qu'on fasse les taxis de la Marne, qu'on s'y mette tous et qu'on redresse cette affaire. Et le dialogue que j'avais avec Jean-Claude, qui s'en souviendra, était utile à l'époque, puisque Jean-Claude disait il faut quand même pas seulement blâmer le système, mais aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de PME qui font pas l'effort qu'il faudrait pour aller à l'export. Bon. C'était au printemps 2013. Est-ce qu'on a beaucoup changé depuis, hein? Eh ben, je vais vous dire, de tout ce que la BPI fait, c'est probablement le chantier sur lequel on a le moins avancé. Euh, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Il faut le dire, hein. Donc sur l'innovation, on a fait des choses extraordinaires. Sur l'industrie, la réindustrialisation, honnêtement, on fait des choses qui sont difficiles à faire, hein, très difficiles à faire, et on a beaucoup progressé. Sur le climat, la décarbonation, le financement de la transition énergétique, tout ça, on a fait des progrès énormes. Sur la santé, on a fait des progrès énormes, etc. Euh, sur la création d'ETI, je ne dis pas qu'on y est arrivé, mais enfin, on a quand même réussi à engendrer pratiquement 5000 ETI de plus qu'il n'y en avait en 2013, hein. Sur le digital, la tech, bon, bref, mais sur l'export, ça n'a pas marché. Ça ne marche toujours pas, hein. On a 70 milliards de déficit commercial, on a toujours pas loin de 20 milliards de déficit sur l'Allemagne. Et donc, tout ce qui était le crève-cœur d'il y a 10 ans, ou même maintenant presque 15 ans, est toujours là. Euh, alors, on peut continuer de prendre le temps de faire des diagnostics, d'une part, et puis d'autre part, de publier des communiqués de victoire quand le déficit commercial commence à reculer légèrement, hein. Mais j'ai envie de dire que ça ne sert pas à grand-chose. Il faut il faut tenter de répondre d'une manière différente à la question, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et après tout, c'est pour ça que j'ai écrit ces deux livres que Alain a eu la gentillesse de rappeler. C'est que les questions que se posent les Français, pourquoi est-ce qu'on a désindustrialisé? Quand on a créé la BPI, finalement, les gens n'étaient pas capables de répondre à la question, vraiment, hein. Et à un moment, je me suis dit que notre devoir de dirigeant, c'était d'apporter une réponse, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens d'une discussion avec Agnès Benassi-Kéré, qui était à l'époque
directrice responsable du Conseil d'analyse économique rattaché au Premier ministre. Et je passais mon temps à demander aux économistes, mais dites-moi ce qui s'est passé vraiment, quelle est votre analyse, etc. Et elle a eu la candeur de me dire, écoute, je vais te dire, nous les économistes, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas bien ce qui s'est passé, hein. Et là, je me suis dit, je vais aller interviewer une quarantaine d'entrepreneurs qui ont vécu ça dans leur chair. Euh, et le deuxième livre, c'est la même chose. On a 3500 milliards de dettes en croissance de 150 milliards par an. Et qu'est-ce que c'est que cette dette et d'où vient-elle? Pourquoi est-ce qu'elle croît de manière absolument fatale comme les eaux du déluge? Question que se posent les Français. C'est quoi cette dette? Pourquoi est-ce qu'elle est en croissance à ce point? Qu'est-ce qu'elle contient? Bon, et donc j'ai fait 50 interviews pour aller au cœur de la matrice, interroger ceux qui avaient fait la dette, finalement. Mais de bonne foi, hein, c'est-à-dire ceux qui servant la France pour essayer de limiter le dérapage des comptes publics reconnaissaient qu'en fait, il n'y était pas arrivé. Et ça permettait de lever au fond, le secret de famille, qui était que cette dette finançait les prestations sociales. Bon, alors pourquoi est-ce que... donc il faudrait quasiment faire un autre livre qui porterait sur la réponse à la question pourquoi est-ce que diable, de Ubi France en Business France, en Team France, on n'y arrive toujours pas, quoi. Donc, quelques éléments de réponse. Premier, c'est que la compétitivité prix de la France n'est pas bonne. Elle s'est toujours pas améliorée. On a eu beau faire le CICE, on a eu beau prendre des décisions radicales d'allègement de charges sur les bas salaires, notre compétitivité prix n'est toujours pas bonne, hein. Notre compétitivité hors prix, elle est correcte, on va dire. Disons qu'on bénéficie de notre notoriété, de la French touch, du design, de la qualité, de la réputation française sur un certain nombre de produits, voilà, cosmétiques, textiles, habillement, aéronautique, bien sûr. Heureusement qu'on a l'aéronautique, hein, mais défense, il y a quelque chose qui nous est spécifique et qui nous est reconnu. Bon, agroalimentaire. Bien sûr qu'il y a encore quelque chose, mais on n'est pas loin de passer en négatif dans notre balance agroalimentaire. Bon, pharmacie. Pharmacie. Il reste encore. On a réussi à garder quand même un paquet d'usines de production de médicaments qui, pour l'essentiel, exportent. Donc ça nous sauve, mais c'est fragile. Donc la compétitivité des prix, elle est toujours pas là. Et elle est toujours pas là pour des raisons qui sont largement répétées à longueur de rapport et à longueur de prise de parole par le MEDEF, par la CPME, par France Industrie, Alexandre Sobo, l'industrie française. L'export, c'est l'industrie. L'industrie française est surtaxée. Voilà. Bon. Et on a beau baisser les taxes de production, on a eu beau, encore une fois, faire les allègements de charges sur les bas salaires. À la fin des fins, les prélèvements sur la valeur ajoutée industrielle française sont pratiquement 2 fois supérieurs aux prélèvements sur la valeur ajoutée allemande, hein. Dans ces conditions, on ne peut pas y arriver. On ne peut juste pas y arriver, quoi, hein. Il faut qu'on fasse autre chose, c'est-à-dire qu'on fasse des biens pour lesquels ce problème n'est pas un problème fondamental. Donc des biens très très haute valeur ajoutée avec beaucoup d'innovation. Et c'est le choix qu'a fait la BPI depuis très longtemps maintenant, c'est d'injecter de l'innovation systémique dans l'écosystème industriel français. Alors d'abord avec toutes ces startups industrielles créées par des chercheurs qui vont industrialiser leurs découvertes et qu'on accompagne depuis le début et qui expliquent l'essentiel de la croissance du nombre d'usines en France aujourd'hui, hein. Honnêtement, le plan startup industriel que nous avons lancé en janvier 2023, pour l'instant, il est coûteux, hein, attention, hein, ça demande une attention de tous les instants, il y a des échecs comme Insect, mais c'est très darwinien cette affaire, hein, très risqué. Mais pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Et ça remplace, on a publié ça il y a une dizaine de jours, les usines filiales de grands groupes qui ferment, parce qu'elles continuent de fermer. Les grands groupes, au fond, par rapport au protocole des années 2000 de délocalisation, n'ont pas fondamentalement changé, les grands groupes industriels, hein. Je ne veux pas totalement généraliser non plus. Il y a des groupes qui font un gros travail, notamment LVMH, Hermès. Mais dans l'industrie classique, mécanique,
dans le dur, ça continue de fermer, hein. Il faut pas se cacher la réalité. Michelin, par exemple, on a fermé plusieurs, etc. Et par ailleurs, les ouvertures de nouvelles usines par des PME matures en 2025 ont baissé. En revanche, les baisses PME et baisses grands groupes ont été compensées par des augmentations du nombre d'usines ouvertes par des startups industrielles. Ce qui est bien le signe que quand on pratique une politique industrielle en mode BPI, c'est-à-dire de la microéconomie de masse, hein, projet par projet, entrepreneur par entrepreneur, eh ben, on contribue à l'accélération du renouvellement plastique de l'industrie. Bon, ça, c'est le nombre d'usines. Mais les nouvelles usines qui ouvrent sont des usines qui sont de relativement petite taille et qui, dans un premier temps, n'exportent pas, hein. Donc, ça ne peut pas se voir dans les chiffres. Ça prendra beaucoup, beaucoup de temps pour que ça se voit dans les chiffres. Voilà. Donc, il y a la question de la compétitivité prix et donc du poids de l'État-providence sur l'industrie française, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai fait mon deuxième bouquin. C'est que si on ne traite pas la réalité de notre problème, qui est que l'État-providence étouffe l'économie, on ne peut pas redresser les exportations françaises. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera juste pas. Je prétends pas avoir toutes les solutions, mais je donne quand même des ordres de grandeur. Vous voyez, Euh, le budget de financement de l'innovation de la BPI par an, c'est 3 milliards. D'accord? Euh, les ruptures conventionnelles, c'est presque 10 milliards. Et sur les 10 milliards, le président de France Travail l'autre jour me disait que le tiers, c'est de la fraude. Hein, c'est-à-dire des gens qui prennent une rupture conventionnelle prétendant rechercher immédiatement du boulot, mais n'en recherchant pas, et faisant le voyage, le congé sabbatique qui va bien, etc., aux frais de la collectivité, puisque c'est bien la collectivité quand on parle d'UNEDIC. Le tiers, ça fait 3 milliards. Hein. Donc la seule fraude aux ruptures conventionnelles, c'est l'équivalent du budget de financement de l'innovation de BPI France, donc de l'Agence française de l'innovation, en fait, hein, censé aider et accomplir, accélérer le renouvellement, encore une fois, dynamique et plastique de l'industrie française, de manière à ce que, au final, on puisse redresser nos chiffres à l'export. Bon. Donc les ordres de grandeur ne sont pas du tout les bons. Et c'est ça qui nous plombe à la fin, hein. Alors le jeu collectif entre les chambres, Business France, BPI France, Team France, tout ça, on va dire la fabrique, ça va. Je pense qu'on peut dire que ça, on peut toujours naturellement l'améliorer, mais je pense qu'on se trompe de cible en se posant la question de savoir si c'est bien le bon dispositif à la fin des fins qui va nous permettre de ci, de ça, hein. Bon. Alors, il y a une dimension qui est quand même réelle et qui est très très frappante quand on rencontre les entrepreneurs, c'est que une fois qu'on a analysé son impuissance, comme je viens de faire, et je déteste faire ça, autour des questions de compétitivité, il est quand même frappant de voir que il y a des entrepreneurs qui, euh, comment dire, y arrivent quand même, et à force de force vitale et de désir en fait d'aller à l'export, et d'autres qui n'y vont pas, hein. Et quand on compare le modèle français et le modèle italien, c'est assez flagrant. C'est-à-dire que 45% des exportations italiennes, c'est des PME, et qui y vont avec une culture de niaque commercial totale, hein. C'est-à-dire que ils vont pas aller faire des tonnes et des tonnes d'études de marché avant d'y aller, quoi. Ils y vont avec leur catalogue, ils foncent dans le tas, ils font salon sur salon. C'est leur méthode. C'est un peu chinoise d'ailleurs, hein. C'est vraiment une méthode de présence constante, physique, avec des produits qui sont des produits qui se tiennent et qui ont plutôt une bonne compétitivité prix, il est vrai. Et puisque la taxation sur la valeur ajoutée de l'industrie italienne, elle est, alors, elle est plus élevée qu'en Allemagne quand même, mais si vous voulez, si c'est 20% en France, c'est 13%, 13-14% en Italie, et c'est 11%, 10-11% en Allemagne. Donc ils sont plus compétitifs, mais surtout ils sont beaucoup plus agressifs commercialement, et ça donne ce chiffre incroyable, hein, qui est que 45% de leur exportation, c'est des PME. En France, le pourcentage des exportations attribuables aux PME, il est de 10%.
beaucoup, beaucoup plus faible, alors que nous avons un potentiel d'exportation dans les PME qui est absolument considérable. Ce qui nous ramène à une autre dimension qui est pourquoi est-ce que tant de patrons de PME qui pourraient exporter n'exportent pas? Hein. Problème qu'on retrouve également en Grande-Bretagne. Euh, on a souvent dit, ouais, mais les patrons français, ils parlent pas bien anglais, etc. Mais le problème est exactement le même en Angleterre où ils parlent leur propre langue. Et donc l'argument de la langue n'est pas le bon. Hein. C'est absolument culturel. J'avais eu un entretien passionnant avec la ministre du Commerce extérieur britannique qui me disait, j'ai exactement les mêmes chiffres que vous, mais en plus, moi, ils parlent anglais. Et donc, mais c'est simplement qu'ils sortent pas de chez eux, quoi. Hein. Il faut vraiment se poser cette question-là, qui est qu'est-ce qui fait que des PME qui ont plutôt des bons produits quand même, hein, finalement, n'ont pas le désir olympique d'aller se confronter à la mondialisation. Hein. Donc nous, on a essayé de le traiter en faisant nos porte-à-porte habituels de masse pour encourager, donner le désir de, voilà, héroiser ceux qui le font, essayer de créer des benchmarks qui sont aussi des modèles opérationnels auxquels on a envie de ressembler. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, parce que vous savez bien, vous trouvez quantité de PME qui font des chiffres qui normalement ne devraient pas exister. C'est-à-dire, je sais pas, moi l'autre jour, je vois une PME qui fait 15 millions de chiffre d'affaires, 95% d'export. Et il y en a plein comme ça. Sauf que ce petit plein, à la fin des fins, ne fait pas des gros chiffres, parce que c'est pas le cœur central de la culture de nos territoires. Hein. Donc ça, il faut quand même qu'on se le dise. L'infrastructure Business France, BPI France, Chambre, Fabrique, bref, tous, on va appeler ça Team France, n'a pas réussi. N'a pas réussi et je pense qu'on peut mettre le MEDEF, la CPME dans le coup également. On n'a pas réussi à créer une adhésion pour une sorte de phénomène de société qui serait ce que j'appelais les taxis de la Marne, Hardy Petit, on y va tous à l'export. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Et bon, et je pense que c'est franchement, encore une fois, de l'ordre des gens de la plaine qui n'ont pas envie d'aller en montagne. Et donc, il faut créer le désir de montagne. Euh, il faut héroïser les alpinistes, on les montre pas. Ah bah, Dieu sait que nous, dans nos événements physiques, on le fait, on les montre, hein, mais bon, je continue de voir énormément de patrons qui sont fantastiques, franchement, les produits sont incroyables, ils ont un discours hyper articulé, et je leur dis, mais tu vas à l'export? Ah non, tu peux pas me demander ça en plus. C'est-à-dire que tu me demandes de faire du lean, de la digitalisation, de l'intelligence artificielle, de me défendre en cybersécurité, de mettre de l'innovation dans les produits. Je suis débordé, j'y arrive pas. Je peux pas en plus me dire qu'il faut que j'aille en Finlande, en Suède, en Pologne. Euh, on leur dit, mais si, bien sûr que tu peux. Il faut simplement que tu délègues quantité de choses dans ton entreprise donc ça suppose de recruter un petit peu, quoi, comme tu le ferais pour un DRH. Tu t'es pas posé la question de savoir si je recrutais ou pas un DRH. Tu recrutes un DRH et un bon DRH. Enfin, pas toujours d'ailleurs, malheureusement. Et donc sur l'export, c'est la même chose. Hein, voilà. Mais je veux pas être trop long, donc interrompez-moi parce que il y a tant de choses à dire. Mais au fond, je pense que si on ne se dit pas qu'on a un problème collectif qui est aussi un problème de désir de victoire à l'export, euh, on va pas y arriver. Hein. Je pense que toute l'énergie qu'on met à encourager des primo-exportateurs qui ensuite vont pas suivre, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Ça donne pas forcément grand-chose. Euh, c'est sur les PME et sur les ETI qu'il faut capitaliser au maximum. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, évidemment, il y a la balance énergétique, donc ça, on la laisse de côté, c'est un problème très particulier. Mais moi, ce qui m'obsède, c'est la balance avec l'Allemagne. C'est tout. C'est que le fait que depuis, en tout cas, moi, je fais mes calculs depuis que je suis arrivé, hein, et ben, on a transféré
en lingots d'or aux Allemands, euh, on a transféré 300 milliards d'euros. 20 milliards d'euros par an, hein, et y compris beaucoup sur l'agro, beaucoup sur quantité de produits où normalement ça ne devrait pas être le cas. Donc il faut qu'on traite nos archaïsmes, en fait. Hein. Il faut bien accepter de parler de ça. Hein. Notre balance agroalimentaire, pourquoi est-ce qu'elle se dégrade? C'est parce que il y a un certain nombre de tournants dans l'industrie agroalimentaire française qu'on n'a pas prises, pour des raisons idéologiques, hein. Et on finit par le payer. Et donc voilà, ce que j'avais à vous dire en un mot commençant, euh, on peut continuer d'avoir des ministres, des délégués, des secrétaires d'État au commerce extérieur qui vont remplacer le plan d'avant par le plan de maintenant, avant d'être remplacé par le plan de demain. Si on reconnaît pas qu'il y a au fond de notre société un archaïsme dans la relation euh, à l'export, et que c'est ça qui doit être traité, je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup de mal. Bien, bien, merci beaucoup Nicolas. Je pense que pour ce constat sans concession de la situation, mais je crois qu'on le partage, enfin, je pense qu'on le partage tous sur l'état actuel, malheureusement, de notre commerce extérieur qui reflète l'état de notre industrie en grande partie. Et donc, je vois qu'il y a des mains qui sont levées pour poser des questions, donc je vais me jouer mon rôle de modérateur. Donc, je vois qu'il y a Marc Hofmeister. Marc, si tu veux bien poser la question. Ensuite, je vois qu'il y a François Georges et je crois qu'il y a Stéphane aussi, mais d'abord Marc. Bonjour, cher Nicolas. Bon, je suis un observateur du commerce extérieur depuis 40 ans, donc c'est vrai que, et j'en fais moi-même, donc c'est vrai que je connais assez bien le sujet. Vous êtes depuis quelques années le gestionnaire de la procédure de l'assurance prospection, Oui, dont vous avez hérité de la COFAS, qui est le dispositif phare, hein, du commerce extérieur français en termes d'appui aux PME, PMI. Bon, force est de constater que le nombre d'entreprises qui font appel, sauf si vous me contredisez, mais je serai attentif à ce que vous allez dire, n'augmente pas. Et donc ça veut dire que le dispositif soit ne fonctionne pas, soit vous n'arrivez pas à le promouvoir. Et donc je trouve que c'est globalement inquiétant. Deuxièmement, j'aimerais bien savoir la balance du dispositif, puisque en l'occurrence, il me semble que j'avais écrit quelque chose il y a 15 ans sur le fait que c'était plutôt équilibré, ou il y a 20 ans, sur le fait que c'était un dispositif qui était équilibré, qui coûtait pas grand-chose à l'État. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, et j'aimerais bien le savoir. Deuxièmement, je suis quand même frappé par ce que vous avez dit, qui est en gros la faillite du dispositif public français. Hein, c'est ni plus ni moins ce que vous avez décrit est quelque part la faillite du dispositif public. Est-ce que c'est pas dans le privé qu'il faudrait aller chercher les choses, puisque le public n'a pas réussi? Souvent, le privé est assez performant finalement, oui, tout à fait. hein. Assurance prospection, donc c'est un super produit qui d'ailleurs nous est spécifique, les autres pays l'ont pas. Il a réussi à passer entre les gouttes de la réglementation des aides d'État, parce qu'il s'appelle assurance, alors qu'en fait c'est une subvention remboursable. Et donc il y a eu un moment où alors c'est un produit qui est un produit administré par Bercy et distribué par la BPI, hein. Et donc c'est un produit qui fluctue aussi au gré des visions successives de notre ministère de tutelle, qui, à un moment, a souhaité faire une assurance prospection de toute petite dimension pour les petits exportateurs, qui s'appelait l'APA, si je me souviens bien. Nous avions dit que ça n'était pas adapté, et ça n'a d'ailleurs pas bien marché, mais ça nous a fait perdre quelque temps. La décision qu'on a prise, et qui est cohérente, je pense, et qui convainc tout le monde maintenant, avec l'idée que l'export, c'est l'industrie, et donc il faut focaliser l'assurance prospection sur l'industrie. Ça a été ça, ça a été de dire, plutôt que de faire beaucoup d'assurance prospection, on va en faire peut-être un petit peu moins, mais on va faire des grosses AP,
pour des PME industrielles qui vont réellement pouvoir être placées sur une rampe de lancement de qualité. Et ça, Olivier Vincent est là, il pourra compléter, hein, s'il le souhaite. On est assez content, même très content. C'est-à-dire que ça marche bien. On aimerait faire beaucoup plus d'assurance prospection, mais on est dans un contexte rationnement budgétaire, tout simplement, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on propose d'augmenter significativement nos budgets d'AP, nous n'arrivons pas à convaincre. Nous avons essayé de proposer un schéma alternatif de financement de l'assurance prospection, hein, qui prendrait la forme de ce qu'on fait par ailleurs avec le financement de l'innovation, c'est-à-dire d'asseoir le produit sur un fonds de garantie qui permet de faire des effets multiplicateurs en fonction de la sinistralité. Ça permettrait d'augmenter pratiquement de 50% à partir de la deuxième année. C'est vrai que la première année, il y a une double charge, hein, puisqu'on est obligé de financer l'assurance prospection du système d'avant, et on est en même temps obligé de doter le fonds de garantie pour le système de demain. C'est ce qui a fait que ça a toujours bloqué. Mais en financement de l'innovation, on arrive avec des dotations de 400 millions d'euros, à faire 800 à 900 millions d'euros de contributions aux entrepreneurs. Donc c'est un système qu'on connaît par cœur, avec un effet multiplicateur de 2, qui fonctionnerait magnifiquement pour l'assurance prospection, hein. Qu'est-ce qui bloque? Précisément le fait que la première année, ça compte double. Et la deuxième raison qui fait que ça bloque, c'est que du point de vue de nos mandants chez Fininter, c'est une diminution capitis, c'est-à-dire que c'est quand même un peu une perte de contrôle, hein, puisqu'il dote un fonds, et ensuite c'est BPI France qui devient le gestionnaire complet de l'ensemble du dispositif, qui est un point qu'on va retrouver dans le diagnostic sur pas mal de nos insuffisances nationales, hein. Voilà. Alors bon, en effet, c'est un dispositif qui est plutôt équilibré, hein, donc, mais comme il est pris, comme la perte est prise directement sur le bilan de l'État, hein, et non pas sur un fonds de garantie, je le répète, mais donc en direct sur le bilan de l'État, il y a beaucoup de faits budgétaires qui se penchent sur le produit et qui tentent très clairement d'en ralentir la croissance. Bon, la faillite du dispositif, oui, c'est-à-dire qu'en même temps, je je sais même pas jusqu'où on peut parler de faillite du dispositif, c'est-à-dire que l'ampleur du chantier de transformation culturelle de l'écosystème des PME industrielles françaises est tellement critique que il y a un sujet de moyens aussi, hein. Quand je vois le budget de Business France et la contrainte qui leur est imposée de tout équilibrer, qui fait qu'ils se mettent à facturer le moindre conseil. Imaginez si la BPI facturait tous ses conseils. Si à chaque fois qu'on avait une conversation, une mise en relation, on envoyait une facture de 5 000 euros, ça marcherait pas. Alain Rhin, qui est là présent, je le salue, est capable de s'en souvenir. Bon, et donc on est c'est quand même un dispositif un peu paupérisé, il faut le dire, hein, le fameux système public dont vous parlez, hein. C'est des grands noms, mais il y a quand même pas beaucoup de sous, hein, pour être franc. Vous mettez 100 millions chez Business France, euh, à la BPI, vous dotez le fonds de garantie pour faire le prêt croissance internationale, vous allez mettre 50 millions, hein, et il est très rapidement épuisé. Voilà, non, le gros des sous, il est sur l'assurance crédit. Et l'assurance crédit, elle rapporte 5 à 600 millions d'euros par an, dont l'État a besoin pour financer quantité d'autres choses. Et il ne réinjecte pas, que l'État ne réinjecte pas dans le financement de l'export. Et il ne le fait pas parce qu'en particulier aussi, il se dit que si on a une cinquième guerre du Golfe, il peut y avoir tout d'un coup une sinistralité très élevée qu'il aura fallu préparer, etc. Donc, alors, pour le reste, le privé, bien sûr qu'il est très bon, le privé, on travaille beaucoup avec eux, hein. Olivier, ici, et Alain, avant lui, travaillaient énormément. Et donc, on est vraiment très partenariaux et camarades avec le secteur privé, hein. Mais le secteur privé n'est pas à l'échelle non plus de tout ce qu'il faudrait faire. Ouais, parce qu'on lui donne pas les moyens. Aussi. Mais oui, mais il y a plus, on est de toute façon, oui, en plus le budget de Business France a baissé.
on est de toute façon dans un contexte d'hiver nucléaire, pardonnez-moi, mais des finances publiques françaises. Donc les On est moyens, il n'y en bien a plus. d'accord. Il n'y en a plus. C'est bien des soucis. Moi, je propose de continuer le tour des questions. Donc, parmi ceux qui ont levé la main, il y a François Georges. Donc, François, si tu veux bien poser une question. Ensuite, je passerai à Arnaud. Bonsoir à Oui, tous, bonsoir Monsieur Dufourc. Je rebondirai sur une remarque de Marc en ce qui concerne le dernier point que vous avez abordé là, qui est le rôle du secteur privé. Est-ce qu'il n'y a pas deux pistes qu'on pourrait développer? L'une d'elles que vous avez évoquée en parlant d'un nombre, grâce à vous d'ailleurs, BPI France, du nombre d'ETI. Les ETI par rapport aux PME ont des capacités et des moyens plus importants. Est-ce que c'est pas de ce côté-là qu'on peut développer des capacités à l'export de la France en Et, attendant de le faire avec des PME qui ont pas une grande envie d'export? Et puis ouais, il y a une autre piste qui n'est pas inintéressante non plus, c'est quand même que dans les choses positives, la France a de grands oui, groupes industriels et commerciaux qui réussissent parfaitement dans le monde oui, et qui font appel à des fournisseurs et des sous-traitants. oui, Est-ce que, ce que je vous dis, c'est pas nouveau d'ailleurs, mais vous l'avez pas évoqué, est-ce que pas ces grands groupes pourraient pas apporter un coup de main à leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, pour les encourager à se lancer dans l'aventure? Il y a des expériences, moi je suis un ancien d'EDF, cette expérience a été faite en Chine avec le nucléaire, pour laisser une autonomie aux sous-traitants d'EDF dans la construction des centrales nucléaires. Il y a, je crois, aussi une association je ne sais pas s'il existe toujours, dans quel on retrouvait Carrefour, qui faisait cette démarche. Donc, c'est ces deux pistes concernant le secteur privé. Puis alors, je vais vous poser, j'en profite, que j'ai la parole pour poser une autre rapidement, question. rapidement, parce qu'il faut il y a beaucoup de questions, donc Le il faut faire vite. mécanisme d'ajustement au carbone aux frontières vient d'entrer en service au 1er janvier. Son objectif, c'est à la fois d'éviter les fuites de carbone et de garantir une concurrence équitable. Est-ce que vous pensez que ça peut aider à doper les exportations françaises? Question. donc Voilà. grand groupe PME, oui, bien sûr, ça fonctionne plutôt pas mal dans l'aéronautique. Ça fonctionne plus du tout dans l'automobile, puisque c'est l'inverse qui s'est passé. C'est les donneurs d'ordre qui ont délocalisé et qui ont demandé à leurs sous-traitants de délocaliser avec eux, hein. Et donc de s'installer au Mexique, au Maroc, en Turquie, etc. Et donc, et bon, ce faisant, ça a donné un certain nombre de PME françaises qui se sont retrouvées en réalité à la tête de groupes internationaux et se sont pour certaines d'entre elles, plutôt pas mal développées, hein. Elles se sont mondialisées par la délocalisation, hein. Et donc, petit à petit, elles ont laissé en France les bureaux d'études, les ingénieurs des méthodes, etc., et le cœur de la culture industrielle vraiment kilométrique, j'ai envie de dire, hein, de production de masse, ils l'ont déporté à l'étranger. C'est ça qui fait que, dans mon livre, j'avais établi, hein, la, la France est le pays où le rapport entre les emplois industriels de nos entreprises qui sont localisés à l'étranger sur les emplois industriels qui sont restés en France est de loin le plus élevé, hein. Il est de 3,2, alors qu'en Allemagne, il est de 1, hein. Donc le choix français par les grands groupes et par les sous-traitants des grands groupes, ça a été de faire tout le développement, toute la croissance par l'implantation internationale, que d'ailleurs BPI France finance avec ses crédits, hein. Et par sa garantie aussi, puisqu'on garantit on garantit l'equity investi à l'étranger des PME industrielles françaises. Mais c'est ça le modèle français. Et c'est ça qui fait qu'on a une balance des paiements qui est pas mauvaise, parce que vous avez beaucoup, beaucoup de dividendes qui reviennent, hein, et qui se retrouvent dans la balance des paiements pour compenser le déficit qu'on s'est auto-construit dans la balance industrielle. Voilà. Et le MACSF, bon, c'est un dispositif d'une grande complexité avec beaucoup de raisons de penser que il va falloir le compléter très vite si on veut éviter qu'il soit en réalité nocif. Parce que si vous prenez une entreprise comme Tournus, par exemple, qui fait les cuisines en aluminium pour les grands chefs, elle va importer un aluminium qui aura payé une taxe carbone et son concurrent chinois qui vendra une cuisine en produit fini en Europe ne l'aura pas payé.
hein, donc il aura tout intérêt en fait à installer des établissements et des équipements en Turquie pour pouvoir fournir le continent européen avec des produits finis, de manière à éviter d'importer des produits bruts. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont de l'ordre du diable dans les détails, qui, moi, à titre personnel, m'inquiètent un peu. Parfait, merci Nicolas. Arnaud Laurent, peut-être qu'il y a une question aussi à poser. Il y a encore 3 ou 4 questions. Ne vous inquiétez pas, chacun aura, à condition de poser la question rapidement, voilà. Simplement. Arnaud, Merci vas-y. beaucoup. Merci beaucoup. Je vais essayer d'aller vite. Il me semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement une question de est-ce que c'est le privé, est-ce que c'est le public. Je vois des opérations qui sont faites du métissage, qui marchent très très bien, notamment dans les propulseurs. Les propulseurs ou les accélérateurs, où il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Et on voit des tas d'entrepreneurs qui ont vraiment envie d'aller à l'international et qui viennent vraiment là pour se former, pour avoir du réseau. Et ça marche. Moi, je suis bluffé par la qualité des entreprises qui rejoignent ces propulseurs. Et ça rejoint ce que vous disiez aussi sur le fait que il y a trop peu d'entrepreneurs qui ont envie d'aller à l'international et qu'il y a véritable, c'est quelque chose qu'on a abordé dans la fabrique. Il n'y a pas assez cette envie cette envie de se Ouais. former. Parce qu'en parallèle, je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'on n'est pas un peuple vendeur, on l'est moins. Alors, je suis plus surprise sur les Anglais qui sont un peu plus commerçants dans le moment que nous. Je crois qu'ils ont Mais en fait un fait, trait non. d'humour. Ils ont fait un trait d'humour avec le fait que pourtant ils parlent anglais, Ouais. et les Italiens sont des vendeurs. Donc c'est quelque chose, mais donc montrer l'exemple. Vous avez cité des tas d'exemples fabuleux, les inciter à y aller, ça ce sera un axe intéressant. Et je pense que par contre que simplement la vente c'est pas suffisant parce que le constat qu'on fait, c'est que c'est devenu un sport de compète, voire Bien sûr, un mais bien sport sûr. olympique. Il y a de plus en plus de risques, de beaucoup plus en plus de concurrence. Donc, à la fois Ouais. trouver quel est le potentiel marché, voir Ouais. tous les risques, être capable de les limiter et de réussir à gagner de l'argent avec ça, en sachant qu'au départ, on n'est pas toujours très compétitif. C'est waouh, il y a une équation qui est extrêmement difficile. Et toutes les bonnes réflexions, toutes les bonnes aides, qu'elles soient financières, qu'elles soient humaines, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a qu'un métissage qui est possible entre le public, le privé, parce que même Business France, qui est assez décrié aussi, ils ont quand même quelques produits fabuleux pour les entreprises. Il y a quand même, je ne sais pas, le VIE, il y a les pavillons France, même s'il n'est pas rentable, il y a des tas de choses. Donc, en fait, on a un parterre et énormément de solutions qui, si on arrivait à les métisser tout en motivant un maximum d'entrepreneurs, ça marche. Hein. Je ne vais pas Ouais. citer les exemples qu'on a vus dernièrement, mais il y a des boîtes Être, incroyables. très bien. Très Kramer bien. Group ou Horus, c'est incroyable. Voilà, Ouais, donc je ouais, Très voulais bien. avoir ouais, votre avis là-dessus. Arnaud, merci. Je crois qu'on a compris le point qui est important. Nicolas, tu veux réagir par rapport Non, à ce non, point-là? on a dit donc la même chose. Moi, je pense, vous savez, c'est pas. Je fais très attention aux mots qu'on utilise. Il ne s'agit pas d'une paresse. Il ne s'agit pas non plus d'une espèce de peur panique. Il s'agit de peut-être un manque de confiance en soi quand même. C'est-à-dire, c'est moi l'image que je retiendrai, ça serait, vous savez, quand vous êtes, euh, vous êtes une bande de gamins, il s'agit de sauter de 5 mètres dans la mer. Il y en a qui sautent et il y en a qui sautent pas. Et ceux qui sautent pas, il y a quelque chose de l'ordre du vertige. Ils n'y arrivent pas. Hein. Et alors que l'eau est très profonde et qu'il n'y a aucun risque et qu'en plus ça va être un kiff incroyable et qu'une fois que vous aurez fait votre premier saut, vous allez recommencer, ça va être une fierté euphorique, mais il y en a qui n'y arrivent pas. Et donc comment est-ce qu'on traite ce vertige? Voilà. Et ça, je pense que c'est profondément humain. C'est pas seulement des instruments, bien sûr qu'il faut couvrir le risque, bien sûr qu'il faut garantir, bien sûr que si. Mais c'est pas parce que vous équipez le gamin avec le meilleur maillot de bain Décathlon qu'il va sauter s'il a le vertige. Il faut vraiment, faut aller plus loin dans l'analyse. Mais une fois que c'est La fait, peur. Mm. ouais, c'est ça. Une fois que c'est tranché, qu'il a eu son premier client, que ça a marché, Mm. oh, ensuite c'est l'euphorie et c'est gagné. Et ils en parlent aux autres. Donc, Évidemment, oui, c'est vrai. Ok, gérer les peurs. Mm. ok. Peut-être, je vais peut-être passer la parole maintenant à Arnaud Le Gall, qui a une question à poser. Justement, lui représente une entreprise industrielle qui est fortement exportatrice et implantée aussi en Chine. Donc, peut-être intéressant d'avoir le point Oui, de vue tout à d'Arnaud. fait. Bonsoir à tous Bonsoir. merci beaucoup pour la présentation. Je suis Arnaud Le Gall de la société Bernard Control, Oui, ETI française, 600 employés, qui pour le coup fait une grande partie de son chiffre d'affaires à l'international. On est très très internationaux et j'ai moi-même passé 10 ans en Chine avant de revenir en France.
Oui. Nous, on fait des appareils, donc des actionneurs électriques, c'est des pièces, des appareils qui demandent des centaines de pièces pour pouvoir faire nos machines. Et Oui. donc, on a un tissu de valeur avec des fournisseurs et des sous-traitants. Et ce Oui. qu'on voit, c'est quand même un système à des années-lumière d'écart entre nos sous-traitants chinois, les Français et ceux d'autres pays européens. En Chine, on voit vraiment 30 ans d'investissement, là où à mon retour en France, je fais face à certains sous-traitants où globalement, depuis les années 80-90, ils n'ont pas pu investir, ils n'ont pas réussi à investir dans des secteurs de métallurgie qui sont pas forcément sexy, qui sont pas forcément high-tech. On va parler de fonderie. On a deux fournisseurs de fonderie aluminium qui ont fermé l'année dernière, qui ont du mal à être compétitifs, là où on a des sous-traitants en Italie, donc on va maintenant en Italie, qui arrivent à être 2 à 3 fois moins chers que des Français, parce qu'ils ont pu bénéficier de financements à court et moyen terme, des équivalents de PGE à un petit peu plus long terme, qui aujourd'hui leur donnent des fonderies ultra modernes en Italie, qui sont même plus compétitives que des fonderies chinoises rendues en Europe. Ah Et quand oui. je vois ça, je me dis, est-ce qu'on a vraiment envie de réussir? Puisque, en fait, c'est le 1% qu'on investit tous les ans. Vous savez, le 1%, quand on fait ça tous les jours ou tous les ans, ben, au bout de X années, on voit un écart qui se creuse. Et là, j'ai l'impression que de notre côté, l'écart s'est creusé. Et quand je vois qu'on n'a que 3% de notre Assemblée nationale qui a une expérience dans l'industrie, je me dis, est-ce qu'il y a une vraie volonté de le faire ou est-ce que nous, même si on continue de s'internationaliser, on est voué à devoir s'approvisionner à l'extérieur de la France parce que Oui. nous, on a envie de Oui. faire beaucoup, mais on dépend de centaines de fournisseurs. Et si eux tombent, Ouais. nous, on peut pas acheter, on peut plus acheter en France non Ouais, plus. bien sûr, bien sûr. Je vois Oui, Étienne Nicolas. Bernard le 4 mai, là. D'accord. On a rendez-vous. Non, non, mais on est tous bien conscients de ce que vous dites, hein. Mais j'ai envie de dire deux choses pour pas occuper trop le temps de parole, mais tout ce que vous payez en impôts de plus que les autres, c'est autant de machines en moins que les autres. Voilà. Il y a une équation dingue entre les impôts et la robotique. Si les taxes de production que vous avez dû payer depuis 25 ans, faites le total, c'est ce qui nous a manqué pour robotiser l'industrie française. Euh, mais l'exemple que vous citez des Italiens qui sont capables d'être plus compétitifs que les Chinois rendus Europe est extrêmement rassurant, hein. Ça prouve que c'est possible. C'est Est-ce qu'il y a un possible. sujet de financement de long terme des capex de l'industrie française en France? Honnêtement, je ne crois pas. Ce qu'on voit en tout cas, c'est des sacrés écarts. Je parle de la fonderie, mais ça peut être la peinture. Et Oui, ça c'est peut être pas peinture, uniquement bien lié à sûr. des impôts. Bien sûr, Moi, bien sûr. j'ai des devis de peinture d'Italiens de l'autre côté de la frontière qui sont 40% moins chers que ceux de notre côté. Là, je l'explique pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a des possibilités. Mais devant des investissements massifs et à l'heure de l'automatisation, robotisation, etc., si tout le monde se Ouais. met en plus à faire du lean, il n'y a pas trop de raisons qu'on n'y arrive pas. Mais par contre, c'est pas fait. Ou c'est fait, mais très très Mais peu. je suis totalement d'accord. Et vous savez, on a créé une division conseil qui est maintenant le premier cabinet de conseil aux PME françaises. Et ce qu'on établit jour après jour, c'est que vous avez encore une PME industrielle sur deux qui ne fait pas de lean. C'est pour ça que je parle de notre archaïsme. Ouais, c'est vrai. Il faut le reconnaître. Là, il y a un archaïsme. Alors, il y a Jean-Claude qui voulait dire un mot. Oui, Jean-Claude, oui, Jean-Claude Voulot, vas-y Jean-Claude. Comment vas-tu, Jean-Claude? Le micro, le micro, le micro, le micro, Micro, on t'entend pas. Jean-Claude, tu es en mute, comment dire, bon français. Oui, là, il faut appuyer sur il faut déclencher le micro, il est toujours fermé. Il est toujours fermé. Jean-Claude, il est toujours fermé ton micro. Il faut que tu essaies de l'ouvrir. Normalement, alors ça dépend de. Mais le temps que tu trouves, on prend une question. Oui, on Je va Paris pense prendre que une question. Sylvia peut le faire. Sylvia pourrait le faire à sa place. Alors, Ça y est, on ça y est. Ah, Vous voilà, c'est m'entendez? bon. Ouais. Oui, Oui, je dis Nicolas. vas-y. Nicolas, c'est un peu déprimant ce qu'on constate parce que ce que nous disions il y a 13-15 ans, on dit la même chose. Et Oui. ça a un peu changé, c'est ce que tu expliques très très bien. Tu as dit deux choses absolument fondamentales parce que depuis 30 ans que je me pose sur le problème, tu as dit deux expressions, la culture de grandir
Et ça, les Français, ils l'ont pas assez, les chefs d'entreprise, notamment dans les PME et même dans certaines ETI, et le désir de victoire. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte en fait que notre problème, il n'est pas d'une subvention à la prospection, de subvention de ci, de subvention de ça. Je disais même au ministre il y a 15 ans, vous n'avez qu'à tout supprimer, on mesurera l'efficacité réelle de ce soutien qui sont réclamés à l'État sans arrêt, sans arrêt. Si on veut exporter, il faut se mettre comme principe de base de ne pas se servir de l'État. Ça peut Oui. être évidemment un complément, mais par principe, ça ne doit pas partir de l'État. Moi, pour ma part, en fait, le désir de grandir, de victoire, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Je faisais des conférences, notamment pour le MEDEF, puisque j'étais le vice-président international de Pierre Gattaz, et j'arrivais sur la scène et je disais aux gens, écoutez, j'ai un problème, je suis riche. C'est un sacré problème en France d'être riche. Je suis riche parce que j'exporte. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il y ait des chocs d'ordre culturel, parce que en France, vous comprenez, c'est pas bien de s'enrichir. Et quelqu'un qui a 1000 salariés dans le monde, qui fait un EBITDA de 25% et qui fait 600 ou 700 millions, il est mal vu parce qu'il a une belle villa. Et en fait, le Français, il incarne ça et au fond de lui-même, ça le dérange. Je disais aussi une chose pour me moquer un peu de mes collègues qui étaient des patrons de PME. Le patron de PME en France, quand il a son pavillon de banlieue, la BMW qui est devant, il écrit 49 salariés, il écrit sur sa maison, ça me suffit. C'est culturel, c'est profondément culturel. Vous savez, souvent, je me suis dit, mais comment on peut régler ce problème culturel? Je me suis dit, mais il faut faire un peu comme pour les champions. Si on veut un champion en rugbyman, on veut chercher un talonneur exceptionnel, c'était mon poste au rugby, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va aller ponctionner dans les clubs et les prendre et les élever comme des poulets de grain pour qu'ils poussent. Mais il faut qu'ils s'obtiennent de victoire. Aujourd'hui, mon entreprise, j'ai mis du temps à comprendre comment il fallait faire parce que je me ramassais la gueule à l'époque, dans les années 70-80, en Allemagne, en Belgique. Je me disais, mais tu te gourres, qu'est-ce que. J'ai essayé de trouver des méthodes empiriques pour y arriver. Ma première méthode empirique, ça a été de me rendre compte que si j'achetais d'abord avant de vendre à l'étranger, je déniaisais mon entreprise sur la relation avec les banquiers, avec les douanes et autres. Et avec un désir de dire, ben, il y a autre chose, plus loin que le territoire français, il se passe des choses intéressantes. Ça, c'est une phase importante qui m'a permis de m'installer en Allemagne, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a 40 sites dans le monde, en démarrant de rien du tout. C'est remarquable. Et puis, on a. Jean-Claude, je t'interromps une seconde. Je suis trop bavard, Alain, excuse-moi. Je t'interromps une seconde parce que on est un peu serré au niveau des Ok. horaires. Donc, Nicolas, tu peux réagir peut-être sur Oui, ce que dit je Jean-Claude. réagis là-dessus parce que c'est exactement le diagnostic qu'on a posé très très tôt, hein. Et donc, on a créé des centres Clairefontaine pour les entrepreneurs qu'on appelle les accélérateurs, hein. On a parlé des propulseurs tout à l'heure, etc. Et ça marche du feu de Dieu, hein. On fait rentrer 900 entreprises dans nos écoles tous les ans, nos programmes d'executive education, et il n'y a pas une entreprise qui nous dise « vous avez changé ma vie ». Elles disent, vous avez changé ma vie. Parce que je me suis confronté à des gars beaucoup plus ambitieux que moi. Je ne savais pas que c'était possible. Hein. Et donc ce que tu dis, les centres d'entraînement avec des entrepreneurs audacieux, prometteurs, qu'on nourrit comme les poulets de grain, j'ai envie de dire, on le fait à l'échelle pour le coup. Hein. Voilà. Et c'est entièrement sur fonds propres de la BPI. Ça nous coûte 50 millions d'euros par an quand même. Hein. Oui, Le budget de Business France, c'est 87 millions d'euros d'argent public. Le budget de subvention par nous, parce que les entrepreneurs payent quand même 30 à 40 000 euros par an, hein, pour ces écoles de la BPI, mais bon, c'est pas la totalité du coût, donc il faut prélever 50 millions d'euros de fonds propres tous les ans pour que on fasse ce qu'on fait, c'est-à-dire 9000 missions de conseil et 900 entreprises dans les écoles. Et ça cartonne. Et pour moi, c'est la sauce secrète du truc. C'est ce qu'on a fait en créant Stratexio, Nicolas. Oui, c'est le même bien sûr. concept. Ouais. C'est le même modèle. Hein. Ouais, complètement. Et je pense, en fait, on sait que c'est ça le modèle. On sait que la sauce secrète de ce qui nous manque, c'est ça, mais vraiment à l'échelle. Il faut faire la même chose sur le lean, il faut faire la même chose sur tout ce qui fait que la PME industrielle devient réellement compétitive à l'export. Ouais. Alors moi, je suis obligé de vous quitter dans vraiment quelques minutes parce que c'est pour j'ai un rendez-vous médical. De passer rapidement, une question rapide de Sarah. Il n'y a plus qu'une question possible. Très vite, des questions. Oui, non, mais il n'y a plus qu'une question possible. Après, je vais rater mon rendez-vous. Une question, Sarah, pour. J'espère que c'est bon. J'y vais. Alors, je me lance. J'ai eu beaucoup de pression.
simplement sur cette révolution du mindset français et essayer de compenser l'idée de cette installation d'un état d'esprit risque adverse des entreprises. J'imagine que vous l'avez forcément fait avec le recul que vous avez, mais est-ce que communiquer des chiffres et des tableaux disant, voilà, le recul qu'on a sur les entreprises dont on s'est occupé et la vraie création de prospérité auxquelles elles ont abouti à horizon 3 ans, 5 ans, simplement pour juguler leur dépression peut-être qui est liée au fait que j'ai tellement de choses par ailleurs à gérer en termes de coûts que je ne vais pas me lancer là parce que c'est jamais le bon moment. Je ne sais pas si vous avez fait, hein, j'imagine que oui, mais ce genre de statistiques qu'on pourrait relayer à grande échelle pour motiver, parce que je pense que l'esprit français, c'est aussi finalement un esprit, je parlais de votre, enfin, je fais référence à votre idée de vertige, c'est aussi, on n'est pas devenu risqué, on était entrepreneur, le mot entrepreneur américain, ça vient du français, ça vient de Colbert. Donc, on n'est pas endémiquement risque adverse. On l'est devenu parce qu'il y a un poids de taxes et de charges qui est tel que les entreprises maintenant gèrent en fait en petit comptable leur entreprise et non plus en entrepreneur explorateur. Et moi, je sais que par rapport à certaines entreprises que je conseille, je suis un peu à court de chiffres souvent sur, voilà, à 3 ans, à 5 ans, peut-être ça sera des investissements pour vous, mais vous allez devenir plus riche à terme, c'est une certitude. Ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de communication Nicolas peut réagir là-dessus peut-être. Oui, je réagis là-dessus parce qu'on l'a fait, et les chiffres sont juste incroyables. On en parle constamment. Alors, est-ce qu'on fait des communications, des campagnes de presse pour dire ça cartonne, ça paye? Peut-être pas, hein, peut-être pas comme ça. Hein. Bon, mais en tout cas, on a fait travailler des panels d'économistes avec des méthodes assez poussées de niveau 3 pour calculer le payback de nos investissements, typiquement dans les accélérateurs d'émissions de concier, etc. Et c'est le meilleur payback de toutes les prestations, on va dire, de services publics qui sont distribués par la BPI. Le meilleur de tous. Hein. Pas compliqué. Le coût, en l'occurrence les 50 millions, là, est remboursé en 2,1 ans en moyenne par l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. Parce que le profit monte. Voilà. Hein. C'est absolument établi. Donc c'est ça qui est un crève-cœur, c'est ça qui est complètement rageant, c'est qu'en dépit de ça, eh ben, l'État m'a totalement coupé le budget de ces prestations-là. Mais 100%, totalement, j'ai zéro. Hein. Voilà. Et une banque ne peut pas tout prendre sur ses fonds propres, c'est pas possible. L'État, donc voilà, et l'État me donnait pas énormément. Bon, il me donnait 25 millions d'euros. Bon, c'était mieux que rien. Et à côté de ça, c'est pour ça que moi je suis pas content finalement. À côté de ça, on décide de filer le repas à 1 euro dans les universités qui coûte 150 millions d'euros à des étudiants qui ont les moyens de se les payer pour une grande partie d'entre eux. Donc ça va pas. Les priorités sont pas là. Et entre parenthèses, les 150 millions, vous savez où on les prend? On les prend sur le budget du CNRS. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont malheureusement gaulées à l'envers là. En ce moment, pour être franc avec vous, et il est 19h01. Voilà, merci beaucoup. Désolé, il y avait encore plusieurs questions. Je suis désolé pour les personnes qui Alain, moi je répondrai bien volontiers à ces questions. Il suffit de m'écrire. Hein, D'accord. Tu concentres les questions, tu m'envoies un email et je répondrai. D'accord, très bien, c'est sympa, c'est très sympa. Merci beaucoup.